Allons-y maintenant avec notre troisième capsule, vieillir dans son logement. Comme d'habitude, nous remercions chaleureusement le gouvernement du Québec pour sa contribution financière qui a rendu la création et la réalisation de ces capsules possibles. Le plan pour cette capsule, c'est de commencer par voir les droits et obligations des locataires et des propriétaires. Le premier moyen pour demeurer longtemps chez nous, c'est de respecter la loi. Par la suite, on va voir qu'est-ce qui peut se passer sur le plan légal lorsqu'un ou une locataire vit une perte d'autonomie. Et en terminant, nous allons faire un survol des ressources disponibles dans la région pour le soutien à domicile. Comme je l'explique dans la première capsule sur le bail, un bail, même si c'est un bail verbal, va créer des droits et des obligations prévus dans la loi, autant pour les propriétaires que pour les locataires. Et dès le moment où le bail est en vigueur, ce sera très important de respecter nos obligations. Si une des parties ne respecte pas ses obligations, par exemple, si le propriétaire ne fait pas ce que la loi lui demande de faire, ben, l'autre partie va pouvoir le poursuivre au tribunal administratif du logement. Dans notre exemple, c'est là où la locataire qui va poursuivre son propriétaire au tribunal administratif du logement. Il y a 3 conséquences possibles lorsqu'on se retrouve au tribunal. La première, c'est que le tribunal ordonne à la partie fautive de respecter ses obligations. Donc, dans notre exemple, le tribunal ordonnerait au propriétaire de respecter la loi. La deuxième conséquence possible, c'est que le tribunal ordonne à la partie fautive de verser un montant d'argent, de payer des dédommagements à l'autre partie. Dans notre exemple, le tribunal ordonnerait au propriétaire de verser des dédommagements au locataire ou à la locataire. Et enfin, la troisième conséquence, pour les cas les plus graves, le tribunal pourrait ordonner la résiliation du bail. La résiliation du bail, ça veut dire que le bail va se terminer quelques jours après le jugement rendu. Ça veut dire pour les locataires qu'ils et elles vont devoir se trouver un nouveau logement rapidement. Je le répète, c'est la conséquence la plus grave qui est appliquée seulement dans les circonstances les plus graves. Vous pouvez donc maintenant comprendre pourquoi c'est très important de bien connaître nos droits et obligations, puisque c'est la première façon, la meilleure façon de rester chez nous longtemps. Pour commencer, voyons les droits qu'ont les locataires. Premièrement, les locataires ont le droit de disposer d'un logement salubre et sécuritaire. Un logement salubre et sécuritaire, c'en est un qui est, on pourrait dire, en bon état, qui n'a pas de présence de moisissures ou encore une infestation de rongeurs ou de punaises de lit. Je donne des exemples pour essayer de décrire ce que c'est. Et l'aspect sécuritaire de ce droit, ben, ça veut dire, par exemple, que le système électrique fonctionne bien, ne présente pas un risque pour les personnes qui occupent le logement. Les escaliers sont aux normes, il y a une porte qui se verrouille pour aller à l'extérieur, etc. Le deuxième droit des locataires, c'est le droit au maintien dans les lieux, et c'est très important de bien le comprendre. Le droit au maintien dans les lieux stipule que ce sont les locataires et les locataires seulement qui décident si le bail doit se renouveler ou pas. Ça veut dire que les propriétaires ne peuvent pas forcer des locataires à quitter leur logement ou les aviser qu'ils n'ont tout simplement pas l'intention de renouveler le bail lorsqu'il arrivera à son terme. Je répète, que ce soit pour un bail écrit ou un bail verbal, peu importe sa durée, ce sont les locataires qui décident si le bail se renouvelle ou pas. Il y a 3 exceptions au droit au maintien dans les lieux. Ce sont des exceptions, donc des situations exceptionnelles, encadrées de façon très stricte par la loi, et je vous réfère à notre 5e capsule sur la fin du bail pour en savoir davantage. Le 3e droit des locataires, c'est le droit à la jouissance paisible des lieux. Qu'est-ce que ça veut dire, la jouissance paisible des lieux? Ben, c'est tout simplement le droit d'être bien chez vous. Ça veut dire, bien sûr, que votre logement il est salubre et sécuritaire, que vous pouvez vous en servir normalement, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de dérangements anormaux qui proviennent des autres locataires dans l'immeuble ou encore de votre propriétaire. C'est sûr que la jouissance paisible des lieux va être évaluée au cas par cas.
Chaque immeuble a une situation différente. Par exemple, c'est normal dans un immeuble où il y a plusieurs familles que ce soit un peu plus bruyant que dans une résidence pour personnes âgées. Il faut donc évaluer tout ça au cas par cas, mais le principe général veut que les gens puissent être bien chez eux et ne soient pas dérangés de façon anormale. Enfin, les locataires ont le droit au respect de leur vie privée, notamment de la part de leurs propriétaires. Les locataires ont des droits, comme on vient de le voir, mais ils ont aussi leur part du contrat à respecter, c'est-à-dire que les locataires ont des obligations. La première obligation et la plus importante, c'est de payer le loyer tel que prévu au bail. Il faut le payer à la date prévue. En général, c'est le premier du mois et il faut le payer au complet sans faute. Si on ne paie pas notre loyer au complet à la date prévue, le propriétaire va devoir attendre 21 jours et après ces 21 jours, il va pouvoir déposer une demande au tribunal administratif du logement. Et il pourra demander à cette occasion au tribunal de résilier le bail, donc de mettre fin au bail étant donné qu'on n'a pas payé notre loyer au complet. Et si au moment de l'audience, donc au moment de passer devant un ou une juge au tribunal, on n'a toujours pas payé notre loyer au complet, les chances sont très grandes que le tribunal résilie le bail et qu'on n'ait plus que quelques jours pour trouver un nouveau logement et déménager. Je vais donner un exemple pour illustrer le tout. Votre loyer est dû le premier du mois, comme c'est le cas généralement. Vous ne payez pas le premier, le 2, le 3, le 4. Votre propriétaire peut vous demander ou vous rappeler votre obligation de payer le loyer, mais ça ne va pas plus loin pour l'instant. Et après 21 jours, ce qui nous mène au 22 du mois, si vous n'avez toujours pas payé, là, le propriétaire pourra faire sa demande au tribunal. Et comme je l'ai dit, il pourrait demander au tribunal de mettre un terme au bail. Et le tribunal a de fortes chances d'accéder à sa demande, même s'il ne manque que quelques dollars sur le paiement du loyer. C'est donc très important de le payer au complet. La deuxième obligation des locataires, c'est d'occuper le logement de façon responsable aux fins prévues par le bail. Aux fins prévues par le bail, ça veut dire que c'est un logement qui sert à habiter, c'est votre résidence principale. Et de façon responsable, ça veut dire que vous en avez soin, par exemple, que vous en faites un entretien régulier et responsable. Les locataires sont aussi responsables de faire les petites réparations d'entretien, par exemple changer une ampoule. Quatrième obligation, c'est celle de respecter la jouissance paisible des lieux des voisins. Vous vous en rappelez, je viens de vous dire que c'est votre droit. Vous avez le droit à la jouissance paisible des lieux. Ça l'inclut normalement qu'il ne devrait pas y avoir de dérangements anormaux, exagérés de la part des autres locataires dans l'immeuble. Vous aussi, vous avez une responsabilité à cet égard. Vous aussi, vous ne devez pas déranger outre mesure vos voisins, les autres locataires dans l'immeuble, ou avoir un impact disproportionné sur leurs conditions de vie. Et dernière obligation, à la fin du bail, il faut remettre le logement en bon état. Voyons maintenant la part du contrat qui revient au propriétaire. Et vous allez voir en fait que les obligations des propriétaires renvoient aux droits des locataires. C'est donc la responsabilité des propriétaires de s'assurer que les locataires puissent jouir de leurs droits. Première obligation, c'est celle de fournir un logement salubre et sécuritaire. Donc, si votre logement n'est pas salubre et ou pas sécuritaire, c'est à votre propriétaire que vous devez vous adresser et ce sera sa responsabilité de régler la situation. Sa deuxième obligation à votre propriétaire, c'est de vous procurer la jouissance paisible des lieux. J'insiste sur le verbe procurer. La loi ne nous dit pas que le propriétaire doit essayer. Lorsque des locataires n'ont pas la pleine jouissance paisible des lieux, le propriétaire doit trouver une solution et régler la situation. Un propriétaire ne peut pas donc se contenter de dire aux locataires de régler le problème entre eux. Il peut encore moins s'en laver les mains. Son obligation, c'est de régler la situation, je le répète. Et j'insiste sur cette obligation et j'insiste pour la définir comme il faut, puisqu'on va y revenir dans quelques instants. La troisième obligation des propriétaires, c'est de faire les réparations nécessaires, d'apporter les travaux lorsqu'il y a lieu au logement.
Attention, la façon dont les travaux s'effectuent, surtout si ce sont des travaux importants, est encadrée par la loi. Si votre propriétaire vous parle de faire des travaux majeurs ou importants, n'hésitez pas à contacter Action Logement Lanaudière si vous êtes locataire dans Lanaudière ou à contacter votre comité logement pour savoir si tous les aspects légaux sont respectés. Les propriétaires ne peuvent pas apporter de changements majeurs sans prévenir. Et enfin, les propriétaires doivent respecter la vie privée des locataires. Par exemple, lorsqu'ils viennent dans le logement pour en vérifier l'état ou encore lorsqu'ils viennent récupérer le loyer à chaque mois, ils ne peuvent pas juger votre mode de vie, passer des commentaires, des choses comme ça. Ils devraient respecter votre vie privée. Voyons maintenant les droits des locataires. Premièrement, ben oui, les droits des propriétaires. Premièrement, bien sûr, ils ont le droit de percevoir leur loyer. C'est leur droit le plus important et on l'a vu il y a quelques minutes seulement, c'est aussi votre obligation la plus importante en tant que locataire. Deuxièmement, les propriétaires ont le droit de vendre leur propriété naturellement et si vous avez été locataire longtemps, ça se peut que pour un même logement, vous ayez vu défiler plusieurs propriétaires. Une chose très importante à noter, lorsqu'un nouveau propriétaire prend possession d'un immeuble, d'un logement, les locataires ne sont pas obligés de signer un nouveau bail avec lui. L'ancien bail peut continuer à s'appliquer et fait tout à fait l'affaire. Donc, lorsqu'il y a un nouveau propriétaire qui vient vous faire signer un nouveau bail, qui vous dit qu'il veut augmenter le loyer, changer les règles, rien ne vous oblige à accepter. Vous pouvez exiger que ce soit le bail actuel, l'ancien bail, autrement dit, qui continue de s'appliquer. Si jamais vous signez un nouveau bail avec un nouveau propriétaire, faites bien attention, vérifiez bien toutes les clauses pour vous assurer qu'il n'y a pas de changement inscrit dans le bail auquel vous ne consentez pas. Assurez-vous que ce qui est écrit dans le nouveau bail fasse votre affaire. Et enfin, les propriétaires ont le droit de reprendre le logement. Reprendre le logement, ça veut dire mettre les locataires dehors pour pouvoir l'occuper, pour pouvoir y habiter. Donc, le droit de reprise du logement, c'est une des exceptions au fameux droit au maintien dans les lieux. Il y a des règles strictes qui encadrent cette pratique et à nouveau, je vous réfère à notre 5e capsule sur la fin du bail pour avoir tous les détails. Comme je l'explique dans la capsule d'introduction à cette série, le contenu de ces capsules est basé sur une consultation que nous avons menée à l'automne 2020 auprès des organismes communautaires lanaudois œuvrant auprès des locataires aînés. Et une des préoccupations majeures qui a été exprimée est qu'arrive-t-il en cas de perte d'autonomie? Est-ce que je perds automatiquement mon logement? Que peuvent faire les autres locataires dans l'immeuble? Que peuvent faire les voisins? On va donc faire le tour de cette question. Pour commencer, il faut que la personne et son entourage, si cette personne vit une perte d'autonomie, se demandent est-ce que c'est possible de demeurer dans le logement. Si malgré toute l'aide fournie, comme on va le voir dans la prochaine partie, une personne n'est plus en mesure de rester dans son logement, avant d'embarquer dans tous les aspects légaux et toutes les questions de procédure, c'est peut-être mieux de voir comment on pourrait éviter de se rendre jusqu'au tribunal administratif du logement. Parce que tout ça, ça peut être une expérience traumatisante pour tout le monde. Pour le ou la locataire concerné d'abord, puisque cette personne va être au cœur d'un processus juridique sur lequel elle aura peu ou pas du tout de contrôle. Et la personne va risquer de perdre son logement sans préparation adéquate et ce ne sera pas sa décision, ça va être la décision d'un ou d'une juge du tribunal. Ça va être difficile pour la famille et les proches également qui vont voir un être cher traverser une période difficile et qui vont devoir faire face à la réalité à cause d'un jugement, à cause d'un ordre du tribunal. Il faut donc commencer par se poser la question et trouver la réponse aussi à cette question. Pouvez-vous rester dans le logement? Voyons maintenant ce que pourraient faire les voisins et ensuite ce que pourrait faire le propriétaire lorsqu'une personne est en perte d'autonomie. Et ensuite, on va voir si jamais tout ça se rend au tribunal administratif du logement, comment celui-ci va prendre une décision. J'ouvre une parenthèse, le tribunal administratif du logement, c'est le nouveau nom de la Régie du logement depuis août 2020.
On appelle le tribunal également le TAL, le TAL, fin de la parenthèse. Bien, premièrement, les voisins, lorsqu'ils constatent qu'un ou une locataire vit une perte d'autonomie, ils ne peuvent pas harceler, menacer, intimider cette personne. Rappelez-vous, les locataires ont le droit à la jouissance paisible des lieux. Et si le comportement ou l'état de santé d'une personne a un impact sur celui-ci, ben les locataires doivent se tourner vers le propriétaire pour trouver une solution à la question. Donc, légalement, si la perte d'autonomie d'un autre locataire ou d'une autre locataire a un impact sur leurs conditions de vie, sur leurs conditions de logement, les autres locataires doivent aviser le propriétaire qu'ils ont une perte de jouissance paisible des lieux. Bien sûr, avant d'en arriver là, c'est possible aussi pour les autres locataires d'essayer de voir ce qui se passe avec la personne concernée, de voir s'ils ne peuvent pas donner un coup de main, participer à la solution. Mais d'un point de vue légal, ce qu'ils vont devoir faire, c'est vraiment aviser le propriétaire. C'est pourquoi tantôt j'insistais sur l'importance du droit à la jouissance paisible des lieux, sur l'importance de notre obligation en tant que locataire de ne pas interférer dans la jouissance paisible des lieux des autres locataires. Une fois que le proprio est mis au courant qu'il y a une situation problématique, ben rappelez-vous, le propriétaire a l'obligation de procurer la jouissance paisible des lieux au locataire. Donc, il va devoir, le propriétaire, trouver une solution à la situation problématique. Encore une fois, le propriétaire ne peut pas se permettre d'harceler, d'intimider ou de menacer. Ce genre de comportement ouvrirait la porte à des démarches légales pour le ou la locataire concerné. Le propriétaire va devoir passer par le tribunal administratif du logement pour trouver une solution légale à la situation. À nouveau, le propriétaire pourrait aussi discuter avec la personne concernée et son entourage pour trouver une solution, mais rien ne l'y oblige, ou encore si cette démarche ne fonctionne pas, c'est le tribunal qui va avoir le dernier mot. Dans ce genre de situation, le tribunal va être le seul à pouvoir résilier le bail. Donc, si un ou une locataire vit une perte d'autonomie ou encore ne respecte pas ses obligations, le propriétaire ne peut pas décider par lui-même de mettre cette personne dehors. Il doit absolument passer par le tribunal qui est, je le répète, le seul à pouvoir résilier le bail s'il y a lieu. Maintenant, sur quelle base le tribunal va-t-il prendre sa décision? Bien, premièrement, il va voir si le ou la locataire respecte ses obligations. Je l'ai dit d'entrée de jeu, si une des parties ne respecte pas ses obligations, l'autre peut l'amener devant le tribunal et c'est exactement ce dont je parle ici. Des exemples d'obligations que les locataires pourraient peut-être ne plus respecter. Bon, on a déjà parlé du respect de la jouissance paisible des lieux des autres locataires qui pourraient être mis à mal par l'état de santé, par la perte d'autonomie d'une personne. On pourrait penser aussi à l'obligation qu'ont les locataires d'occuper le logement de façon responsable et aux fins prévues. Si une personne, par exemple, oublie souvent un rond de poêle ou n'est pas en mesure d'entretenir le logement, ben dès lors, elle ne respecte plus cette obligation. Donc, le tribunal va analyser ces questions et c'est sur la base de preuves qui vont lui être présentées qu'il va prendre une décision. Donc, il ne suffit pas à votre propriétaire de prétendre que vous vivez une perte d'autonomie et que ça ne fonctionne plus pour que le tribunal vous mette à la porte. Ben non, ça va prendre des preuves, par exemple des témoignages d'autres locataires, par exemple le témoignage ou les rapports d'experts de la santé, etc. Et c'est sur la base de toute cette preuve que le tribunal va prendre une décision. Je vais souligner aussi que le tribunal, au-delà des questions des obligations, va s'intéresser à la question de la santé et de la sécurité de la personne concernée et également des autres locataires. Je vais donner 2 exemples tirés de faits réels pour illustrer un peu toute la démarche que je viens de vous dire. C'est un cas vécu, le premier exemple, chez Action Logement Lanaudière. Une locataire aînée nous a appelé en disant que son propriétaire qui veut, vous me passerez l'expression, se débarrasser d'elle, la mettre à la porte, bien, son propriétaire a appelé la police et une travailleuse sociale du CLSC, du réseau de la santé, pour aller chez elle et, selon lui, constater qu'elle est en perte d'autonomie et qu'elle ne peut plus demeurer dans son logement.
Lorsque les policiers et la travailleuse sociale se sont présentés au logement, ils se sont rendus compte qu'au contraire, cette locataire est tout à fait autonome, tout à fait en mesure de demeurer dans son logement. Dans ce genre de circonstances, le stratagème que prit le propriétaire, bien évidemment, il ne fonctionnera pas, puisque si jamais le propriétaire avait décidé d'aller au tribunal administratif du logement, autant la travailleuse sociale que les policiers et les policières auraient pu témoigner que la locataire est tout à fait autonome, tout à fait en mesure de demeurer dans son logement. Donc, c'est bien important de comprendre que ce n'est pas parce que votre propriétaire vous menace de vous expulser, ce n'est pas parce que votre propriétaire vous dit que vous n'êtes plus en état de rester dans le logement que c'est vrai, et ce n'est pas parce que lui prétend ça que le tribunal administratif du logement, éventuellement, va embarquer dans son jeu et le croire sur parole. Comme je l'ai dit tantôt, le tribunal va prendre sa décision sur la base des preuves qui vont lui être présentées. Le deuxième exemple, qui est aussi un cas qu'on observe un peu trop souvent, c'est celui de locataires en résidence pour aînés, en RPA. Les RPA fournissent des services, des soins de santé à leurs locataires, mais parfois, c'est vrai, les soins qui peuvent y être offerts ne suffisent plus à la personne. Ce qu'on a vu parfois, c'est qu'à ce moment-là, la direction de la résidence fait hospitaliser la personne, le ou la locataire concernée. Et lorsque cette personne obtient son congé de l'hôpital, ben la résidence refuse de la réintégrer et elle prétend que le bail est résilié étant donné qu'elle ne peut pas lui offrir les services dont elle a besoin. Eh bien, une telle démarche ne respecte pas la loi. Comme je l'ai dit tantôt, le seul à pouvoir résilier le bail, que ce soit pour une perte d'autonomie ou le non-respect d'une obligation, peu importe le contexte, le seul à pouvoir résilier le bail, c'est le tribunal administratif du logement. La démarche adéquate dans ce genre de situation, ça serait pour la direction de la résidence pour aînés de faire une demande au tribunal administratif du logement et de montrer qu'il y a une question de santé et de sécurité pour le ou la locataire et les autres personnes qui demeurent dans l'immeuble, ou encore qu'il y a un enjeu eu égard au respect de ses obligations par le ou la locataire. Pour terminer cette capsule, nous allons faire un survol des ressources pour le maintien à domicile dans la région de Lanaudière. Quand une personne fait face à une perte d'autonomie, la première question à se poser est: est-ce que je peux demeurer dans mon logement? Mais il faut savoir qu'il existe une panoplie de services offerts par différents intervenants et différentes intervenantes qui peuvent aider une personne à faire face à une perte d'autonomie, à pallier à un handicap, etc. Donc, ce n'est pas parce que notre état de santé change, évolue, qu'immédiatement, on ne sera pas en mesure de respecter nos obligations, qu'immédiatement, il va falloir déménager, sans quoi on va avoir des problèmes. Il ne faut pas hésiter à faire appel à nos proches, il ne faut pas hésiter à faire appel aux organismes communautaires, aux réseaux de la santé pour avoir plus d'informations sur les options qui s'offrent à nous et surtout, il faut aller chercher les services dont on a besoin et auxquels on a droit. Ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, c'est un survol. Je ne suis pas un expert des ressources de maintien à domicile. Moi, mon domaine d'expertise, c'est les droits des locataires. Mais les prochaines minutes devraient vous donner des pistes pour que vous commenciez vous-même ou avec votre entourage vos recherches pour aller chercher les ressources dont vous avez besoin. Commençons par parler des ressources sur le plan financier. Il existe toutes sortes de crédits d'impôt, de programmes gouvernementaux pour aider les aînés à demeurer le plus longtemps possible dans leur domicile. On va en nommer quelques-uns, par exemple le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés, qui est là pour vous aider à payer pour des services qui vont vous être offerts. Vous avez accès à ce crédit d'impôt, que vous soyez propriétaire, locataire ou encore locataire en résidence pour aînés. Parmi les programmes gouvernementaux, il y a le supplément de revenus garanti, le programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Ça, c'est offert par la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, pour vous aider à vous payer les services d'une coopérative de maintien à domicile. Il y a le supplément au loyer, qui est aussi un programme pour vous aider à payer votre loyer. Et je souligne en terminant qu'il y a un organisme communautaire dans Lanaudière qui s'appelle l'ACEF, l'Association coopérative d'économie familiale,
qui est spécialisé sur les questions de finances et de budget, qui va pouvoir vous offrir des formations ou encore même des conseils, des services individuels pour répondre à vos questions sur le plan financier. Vous pourriez aussi faire appel avec un conseiller ou une conseillère en finance. Il faut seulement s'assurer évidemment que c'est une personne en qui on va pouvoir avoir confiance. D'autres programmes, en particulier pour les personnes qui vivent avec un handicap physique. Bien, il y a le programme d'adaptation de domicile, le PAD, le PAD. Lorsqu'on bénéficie de ce programme, le gouvernement paie en entier tous les travaux qui sont nécessaires pour rendre un logement adapté à une personne qui vit avec un handicap physique. Donc, les travaux apportés vont permettre d'entrer et sortir du domicile, d'avoir accès aux pièces essentielles, etc. Et je le souligne à nouveau, c'est le gouvernement, dans le cadre de ce programme, qui va payer pour l'entièreté des travaux à apporter. Par contre, lorsqu'on est locataire, il faut avoir l'autorisation de notre propriétaire pour avoir accès à ce programme. Rien n'oblige notre propriétaire à accepter que le logement soit adapté à notre état de santé. Et s'il refuse, il faudra trouver un nouveau logement, malheureusement. Il existe aussi un crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie. Sans entrer dans les détails, ce crédit d'impôt vise à vous aider à vous procurer différents instruments, différents outils pour vous aider à demeurer chez vous. Par exemple, l'installation d'une rampe, d'une main courante dans un couloir pour éviter les chutes, l'installation de barres dans la salle de bain pour s'aider à se lever, à s'asseoir, pour tenir son équilibre, etc. Donc, ce genre de petits travaux pourraient être couverts par ce crédit d'impôt. Évidemment, ça peut arriver qu'on a besoin de soins de santé et en particulier de soins de santé qui vont nous être offerts à domicile. Eh bien, sachez que le CLSC, donc le Réseau de la santé, offre des soins qui peuvent vous être dispensés chez vous. Ça peut être de l'aide au lever, de l'aide au coucher, de l'aide pour se nourrir, des soins réguliers qui doivent vous être apportés chez vous, un suivi après une opération, etc. Lorsqu'on a accès à ce genre de service, il va y avoir une évaluation par une professionnelle de la santé pour avoir un bon portrait de la situation et aussi il va y avoir un suivi de notre dossier pour que les services auxquels on ait accès correspondent toujours à nos besoins. Il y a plusieurs programmes, comme je l'ai dit, qui peuvent être offerts via le CLSC. D'ailleurs, si vous êtes résident ou résidente en résidence pour aînés, en RPA, plusieurs RPA offrent également ce genre de services sur place. Par contre, là, il va falloir les payer et il faudra faire bien attention à bien comprendre. Est-ce que je paie pour des services dont j'ai besoin, donc il ne faut pas nécessairement payer pour tous les services possibles offerts sur place. On va essayer de se limiter aux services dont on a besoin, donc il faut se poser les bonnes questions. Et aussi, il faut comprendre de quelle façon on paie les services. Est-ce qu'on les paie à chaque mois pour y avoir un accès, disons, illimité, ou est-ce qu'on les paie à chaque fois qu'on les reçoit? Il n'y a pas que des soins de santé qui peuvent nous être apportés à domicile, il y a aussi toutes sortes de services qui peuvent nous être apportés pour rendre notre vie chez nous un peu plus simple. Par exemple, il y a les coopératives de soutien à domicile qui sont présentes dans la Naudière, ou encore des services offerts par des entreprises privées ou sur place par les RPA, des services qui consistent en l'entretien ménager, la confection des repas, de l'aide pour faire des courses, du répit si vous êtes proche aidant, etc., etc. Donc, toutes sortes de services pour lesquels, en général, il va falloir payer, mais pour rendre les tâches quotidiennes un peu moins lourdes. Également, j'attire votre attention sur un service qui existe pas mal à la grandeur de la région, c'est le service de popote roulante. On a plusieurs centres d'action bénévoles, des CAB, des CAB dans la région, qui offrent une popote roulante. Qu'est-ce que c'est que ça? Une popote roulante, c'est des mets qui sont confectionnés par les centres d'action bénévoles et qui sont offerts à moindre coût, en général aux personnes aînées résidant dans la région, mais parfois également à toutes les personnes qui y résident. Donc, c'est une façon d'avoir accès à moindre coût à des repas de qualité qui sont aussi santé. Une autre option, si jamais on n'a plus envie de faire la cuisine chez soi seul, ce sont les cuisines collectives. Et on est chanceux puisqu'on est bien pourvu en termes de cuisine collective dans la région. C'est quoi ça, une cuisine collective? C'est en fait plusieurs personnes qui vont se rassembler, par exemple une fois par semaine, pour cuisiner
ensemble. Donc, c'est une bonne occasion de rencontrer des gens, de faire du social, comme on dit, mais aussi d'avoir accès à de la nourriture de qualité, de découvrir des nouvelles recettes. Donc, vraiment, c'est une option à considérer. Ça m'amène à poursuivre sur l'importance de la vie sociale pour demeurer dans notre logement. On l'a vu avec la pandémie de COVID-19, l'isolement peut avoir un impact très important sur notre état de santé. Donc, si on veut avoir la santé pour rester chez nous le plus longtemps possible, ben, d'avoir un réseau social élargi, de participer à plusieurs activités, ça peut faire une différence positive. Je parlais des centres d'action bénévoles, des CAB avec leur popote roulante. Ben, les CAB offrent également toutes sortes d'activités, en particulier pour les aînés, et ils peuvent vous mettre en contact également avec des organismes communautaires qui offrent eux aussi des activités. Si vous habitez dans le sud de la région, il y a un organisme dont j'aimerais souligner le travail en particulier, c'est l'organisme Les Petits Frères. Les Petits Frères, ce sont des bénévoles qui sont jumelés avec des personnes aînées seules et qui vont aller leur rendre visite régulièrement, les contacter régulièrement. C'est toujours le même ou la même bénévole qui va être jumelé avec la même personne aînée. Et comme ça, ben, il y a vraiment une relation de confiance qui s'établit entre ces deux personnes et ça l'aide à briser l'isolement chez les aînés. J'ai nommé cet organisme, mais il y en existe une foule dans toute la région pour briser l'isolement, pour avoir accès à toutes sortes d'activités. Et comme je l'ai dit, c'est très, très important dans le maintien de notre état de santé. D'autres amis qui peuvent nous aider à briser l'isolement, bien évidemment, ce sont les animaux. Et parfois aussi, notre état de santé peut nous obliger, nous amener à devoir avoir des animaux. Par exemple, si on a besoin d'un animal d'assistance, un animal d'assistance, c'est un animal qui va nous aider dans certaines tâches quotidiennes, ou encore si on a besoin de zoothérapie. La zoothérapie, c'est être mis en présence d'un animal pour, par exemple, nous aider si jamais on vit de l'anxiété, du stress, de l'angoisse. Donc, l'animal peut être là pour nous aider à nous calmer, à nous sentir un peu mieux. Donc, ces deux options-là, animal d'assistance et zoothérapie, existent, mais si vous avez été locataire longtemps, vous savez que parfois certains baux interdisent d'avoir des animaux dans le logement. Qu'en est-il maintenant si en raison de notre état de santé, nous en avons besoin? Bien, premièrement, dans le cas d'un animal d'assistance, si jamais c'est interdit dans le bail, on peut discuter avec notre propriétaire, lui expliquer la situation et lui demander d'en arriver à une entente à l'amiable pour nous permettre d'avoir un animal d'assistance. Rien n'oblige votre propriétaire à accéder à votre demande, mais si jamais il l'accepte, nous vous recommandons fortement de mettre cette entente par écrit, d'en faire 2 copies, une pour votre proprio, une pour vous, et chaque copie doit être signée par le proprio et par vous-même, évidemment. Si jamais votre propriétaire n'accepte pas, bien, étant donné que vous avez besoin d'un animal d'assistance pour des raisons de santé, vous avez le droit de vous en procurer un malgré tout. Il va y avoir 2 conditions par contre. La première condition, c'est que votre état de santé justifie que vous ayez besoin d'un animal d'assistance. Vous allez donc avoir besoin d'un rapport médical qui va expliquer que vous avez besoin des services d'un animal d'assistance. Et la deuxième condition, c'est que votre animal d'assistance soit bel et bien un animal d'assistance, donc il va devoir être entraîné par un organisme spécialisé. Par exemple, si vous avez maintenant des problèmes de vision et que vous avez besoin d'un chien d'assistance pour y pallier, ben vous ne pourrez pas prendre le chien peut-être de votre ex-beau-frère. Vous allez devoir prendre un chien d'un organisme spécialisé, par exemple un organisme comme Mira, et vous allez aussi avoir besoin d'un rapport médical, d'un billet de votre médecin qui fait état de votre besoin d'avoir un animal d'assistance. Et si vous répondez à ces 2 conditions, bien, si jamais votre propriétaire vous amène au tribunal administratif du logement au motif que vous ne respectez pas votre obligation de ne pas avoir d'animaux dans l'appartement, dans votre logement, bien, le tribunal, en général, avec le rapport médical, avec le certificat attestant que l'animal a été bel et bien entraîné par un organisme spécialisé, va faire lever cette interdiction étant donné que c'est pour une raison de santé. Pour la zoothérapie, c'est un peu plus compliqué. On pourrait dire que le tribunal est un peu plus frileux.
Encore une fois, si vous avez besoin de zoothérapie, vous pouvez toujours tâcher d'arriver à une entente à l'amiable avec votre propriétaire si les animaux sont interdits au bail. Mais rappelez-vous, rien ne l'oblige à accepter. Si c'est le cas, ben, vous devrez alors vous munir d'un rapport médical le plus étoffé possible, expliquant votre état de santé et expliquant quels pourraient être les aspects, les avantages positifs d'avoir un animal, d'avoir une zoothérapie. Et à ce moment-là, si jamais votre propriétaire vous amène au tribunal au motif que vous ne respectez pas l'interdit d'avoir des animaux, ben le tribunal pourrait consulter ce rapport médical et décider si, selon lui, ça justifie la levée ou non de l'interdiction. Mais comme je l'ai dit, le tribunal est un peu plus frileux, malheureusement, sur les questions de zoothérapie. En fait, il y a une école de pensée, une école de juges pour laquelle, lorsqu'il y a un rapport médical qui dit que la personne a besoin de zoothérapie, ben c'est tout à fait acceptable, ça lève l'interdiction d'avoir des animaux. Mais il y a une autre école de pensée, une autre école de juges, selon laquelle un tel rapport, ce besoin de zoothérapie n'est pas suffisant pour faire lever l'interdit. Donc là, malheureusement, c'est vraiment une situation dans laquelle, dont laquelle l'issue va dépendre du juge ou de la juge sur qui vous allez tomber. Maintenant, si les animaux ne sont pas interdits dans le bail et que vous avez besoin d'un animal d'assistance ou de zoothérapie, bien évidemment, la question ne se pose pas. Vous pouvez tout simplement vous procurer cet animal. Par contre, que ce soit permis dans le bail ou non, que vous ayez un animal d'assistance, de zoothérapie, peu importe, vos animaux doivent également respecter la jouissance paisible des lieux des autres locataires. Même si vous avez un animal d'assistance et que le tribunal vous l'a autorisé, ben, si votre animal ne respecte plus la jouissance paisible des lieux des autres locataires, ça pourrait avoir des conséquences. Il existe également des ressources en termes de transport. Donc, le transport en commun se développe tranquillement, pas vite, à la grandeur de la région. Il y a notamment l'initiative des taxibus qui a été apportée un peu partout dans la Naudière. Donc, les taxibus, c'est un transport en commun qui est un peu plus flexible pour permettre des déplacements dans vos localités. Il y a également le transport adapté. Le transport adapté est offert aux personnes qualifiées pour leur offrir un service de transport porte-à-porte, c'est-à-dire de chez eux jusqu'à leur destination. Par contre, il y a différents critères pour être qualifié au niveau de votre état de santé. Sachez que les centres d'action bénévole et aussi plusieurs organismes communautaires dans la région offrent des services d'accompagnement pour des rendez-vous médicaux ou pour des consultations juridiques, des audiences à des tribunaux, etc. Donc, informez-vous auprès des organismes communautaires près de chez vous pour savoir lesquels pourraient vous offrir des services d'accompagnement en transport. Je vous invite aussi, étant donné que j'ai parlé de beaucoup de ressources, à ne pas hésiter à faire appel à un support personnalisé, à un support adapté à votre situation. Il existe des organismes spécialisés dans la région pour vous aider. Par exemple, il y a des organismes communautaires pour aider les personnes qui vivent avec l'Alzheimer ou encore leurs proches. Des organismes communautaires pour aider les personnes vivant avec la sclérose en plaques, vivant une baisse de la vision, une baisse de l'ouïe ou vivant avec différents handicaps. N'hésitez pas à faire appel au service de ces organismes. Ça va être l'occasion pour vous de rencontrer des gens qui vivent la même chose que vous et de vous baser sur l'expérience des autres et sur l'expérience des intervenants et des intervenants des organismes pour mieux prévoir les prochaines étapes, ce qui va arriver à l'avenir. Il existe aussi un service super intéressant qui est à faire pas mal partout dans la région. C'est des travailleuses de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité. Ces travailleuses sont là pour vous rencontrer et vous référer vers les ressources dont vous avez besoin. N'hésitez pas à faire appel à leur service pour avoir de l'accompagnement. Et enfin, vous pouvez appeler le 811 pour l'info sociale pour parler avec une spécialiste ou un spécialiste qui connaît les ressources qui existent dans la région et qui va pouvoir vous référer vers des ressources adaptées à vos besoins. Et en terminant sur les possibilités pour le support à domicile, ben, je vais parler des personnes qui sont super importantes et ce sont les proches aidants. Donc, on peut faire appel à nos proches pour pallier un handicap, pour pallier à une perte d'autonomie ou encore pour faire face à des grandes étapes dans la vie, par exemple un déménagement.
Évidemment, il faut faire appel à un ou une proche de confiance et en santé, et cette personne peut prendre une ou plusieurs tâches. Les proches aidants ne sont pas obligés de tout faire, puisque les proches aidants doivent également se surveiller, s'assurer de garder l'énergie, la santé pour aider leurs proches là où c'est nécessaire. Le proche aidant ou la proche aidante peut également vous accompagner dans les démarches pour avoir accès aux ressources, aux services dont vous avez besoin. Comme je l'ai dit, là, les ressources, il y en a plusieurs et on n'a fait qu'un survol dans les dernières minutes. Donc, c'est mieux d'avoir l'assistance de quelqu'un pour y voir plus clair. Et en plus, pour la personne proche aidante, bien, ça va lui permettre d'identifier les aspects où elle va pouvoir déléguer, où elle va pouvoir demander à un service de vous accompagner plutôt que ce soit elle toujours qui fasse ses tâches. Il y a des crédits d'impôt pour les proches aidants, c'est très important de s'en prévaloir, donc je vous invite à vous informer sur cette question. Il y a également des services de répit. Je parlais de l'importance pour les personnes proches aidantes de préserver leur santé. C'est la meilleure façon de demeurer un proche aidant, une proche aidante à long terme. Donc, il y a des organismes communautaires qui offrent des services de répit. Ça veut dire qu'il y a un ou une intervenante qui va pouvoir aller chez vous et s'occuper de la personne qui a besoin de soins, qui a besoin d'assistance. Et pendant ce temps-là, le proche aidant ou la proche aidante va avoir un congé, va pouvoir prendre un peu de temps pour sortir, prendre de l'air, aller magasiner, aller voir un spectacle, bref, prendre du temps pour soi, pour se reposer et refaire le plein d'énergie pour continuer sa tâche super importante d'être proche aidant, proche aidante. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette troisième capsule, vieillir dans son logement. J'espère que ça a répondu à vos questions, que vous avez maintenant une meilleure idée de vos droits et obligations en tant que locataire, que vous comprenez également mieux l'impact d'une perte d'autonomie sur ceux-ci. Rappelez-vous, c'est pas parce qu'il y a un changement dans notre état de santé qu'on va automatiquement devoir déménager, qu'on va automatiquement devoir perdre notre logement. Et aussi, si jamais on en a besoin, il existe des ressources pour le maintien à domicile, des services qui sont offerts à la grandeur de la région et c'est important de bien les connaître pour pouvoir bénéficier de ceux dont on a besoin et auxquels on a droit. Si vous avez des questions et que vous êtes locataire dans la région de Lanaudière, vous pouvez nous contacter. Sinon, contactez le comité logement le plus près de chez vous. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site internet qui contient une foule d'informations pertinentes pour vous. Bonne chance!